J'attendais que ça finalement le matin et le soir en rentrant, c'était d'être dans le train pour me poser et lire mon roman. Pète un câble toute la journée, limite tu te caches dans une pièce pour pleurer, c'est-à-dire que j'avais un lâcher-prise où je lui disais que j'en avais plus rien à foutre, que je disais que j'allais me casser et que du jour au lendemain j'allais me casser, qu'ils allaient pas le voir venir. Sauf qu'au bout d'un moment, mon mari, il a vu que j'étais en train de dépérir et il m'a dit « Maintenant c'est terminé, je te donne jusqu'au 31 décembre. Si jamais t'as pas trouvé un autre taf, tu démissionnes quoi qu'il arrive, tu te barres, tu viens travailler avec moi. » Et il fait quoi dans la vie ce gars? C'est quoi son prénom? Bienvenue dans un nouvel épisode de Phoenix TV et aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir Clara Brunelli. Bonjour Clara. Bonjour Olivier. Donc Clara, tu vas te présenter en quelques minutes pour les personnes qui ne te connaissent pas, nous dire un petit peu ce que tu fais maintenant et après on reviendra plus en détail sur ton parcours de manière générale. Est-ce que d'abord tu connais un petit peu le concept du podcast? Pas du tout. En gros, ça va être dans la tête de l'invité. Ça veut dire qu'on va reprendre les différents éléments de ta vie qui ont été importants et on va essayer de voir quels étaient les éléments que tu avais au niveau de ton état d'esprit à ce moment-là. D'accord? Donc, on va essayer vraiment de rentrer en détail sur les différents éléments. Mais déjà, présente-toi un petit peu avant de rentrer dans ce sujet. Alors, je m'appelle Clara, j'ai 39 ans et je suis romancière professionnelle. Donc, je suis une romancière indépendante, c'est-à-dire que j'écris et je publie moi-même mes propres romans. D'accord. Je pense que tu ne fais pas ça depuis le début? Non, c'est assez récent puisque ça fait à peu près 4 ans que j'ai commencé à écrire. Ok, alors on va revenir un petit peu plus dans le passé, puis on va aller traiter ça après. T'as grandi dans quel type de famille? C'était quoi un peu ton enfance? Alors, famille recomposée en région parisienne. Je vivais avec mon frère, ma mère et mon beau-père. Et voilà, une classe plutôt moyenne, voilà, le moule typique des Français. Une éducation assez sévère, avec pas beaucoup de marge de manœuvre. Voilà, et j'ai grandi en faisant mes études un peu par choix, par dépit, parce que la route m'a menée là, à ce moment-là, mais sans vraiment avoir une vocation dès le départ. Est-ce que c'était quoi le métier que tu avais envie de faire quand tu étais gamine? Alors, j'en ai eu plusieurs. Il y a le fameux vétérinaire de tous les enfants. Et puis, finalement, on se dit « Ah non, non, les animaux, je ne veux pas leur faire du mal. » Je voulais être hôtesse de l'air parce que j'ai pris beaucoup l'avion. Il faut savoir que quand mes parents ont divorcé, moi, j'habitais à Marseille. Je suis née là-bas. Et ma mère est partie en région parisienne. Et donc, je voyais mon père que pendant les vacances scolaires. Donc, avec mon frère, on avait notre petite pancarte. Et on prenait l'avion tout seul, toutes les vacances scolaires. Donc, je prenais beaucoup l'avion. Et je voulais être hôtesse de l'air. D'accord. Est-ce que ça a été un cheminement après au niveau de tes études ou pas du tout? Pas du tout. Ouais. Non. En fait, ce qui m'a décidé, c'est que quand j'ai voulu approfondir la question, bon, j'étais encore petite quand même, mais il a fallu avoir un niveau d'anglais assez important. Et là, je fais « Ok, d'accord, c'est mort. » Ah, t'as lâché l'affaire direct. Ouais, j'ai lâché l'affaire direct. Premier point au niveau de l'état d'esprit. Ouais. Qu'est-ce qui t'a dit je ne suis pas capable d'avoir un bon niveau d'anglais? Parce qu'au final, en vrai, c'est pas un truc ultra contraignant, c'est pas le truc improbable, quoi. Non, c'est moi-même, parce que je voyais mon propre niveau que j'avais au collège, en fait, et je me suis dit, non, mais c'est mort, quoi. T'arriveras pas à avoir un bon niveau. D'accord. C'est toi qui te l'as dit ou c'est d'autres personnes qui te l'ont dit? C'est vraiment toi? Non, ouais, c'est moi. D'accord. Ça, c'est marrant. Donc, du coup, tu as continué? Après, j'ai continué, et ensuite, je suis partie dans une orientation beaucoup plus artistique, puisque je voulais faire une école d'art, et je voulais même reprendre l'entreprise de mon père, qui était miroitier décorateur sur verre. Et j'ai fait d'ailleurs mon stage de 3e là-bas, dans son entreprise. J'aimais beaucoup tout ce qui était l'art, dessiner, voilà, j'ai la peinture, tout ça. Et c'est vrai que c'était un métier assez physique, donc du coup, mon père m'a beaucoup déconseillé, en fait. Il était content que je veuille reprendre son entreprise familiale, mais il m'a bien fait comprendre que c'était pas évident. Ouais. Voilà. Et ensuite, il y avait le côté artistique qui me plaisait, mais j'arrivais pas à trouver une école qui corresponde vraiment à ce que je cherchais en termes d'art, quoi. C'était trop abstrait, ça me correspondait pas du tout. Et donc, du coup, j'ai aussi eu l'influence un peu des conseillères d'orientation du collège. Attends, qu'est-ce qui t'ont sorti comme truc, du coup, conseillère?
Bah, la conseillère d'orientation, elle me disait que, parce que moi je voulais m'orienter vers plutôt un CAP ou un BEP, quelque chose qui soit assez court et plutôt sur le terrain, quoi. J'avais pas envie de faire de longues études, je me voyais pas du tout là-dedans. Et au final, la conseillère d'orientation m'a dit que j'avais le niveau pour aller en seconde générale. Et donc, du coup, on a fait un peu le forcing, voilà, pour que j'aille en seconde générale. D'accord. Alors, juste, on note à l'heure actuelle que dans ta famille, tu as quand même des entrepreneurs. Ça va être peut-être important pour mon père qui est artisan, Ok. qui avait sa propre sa miroiterie, une entreprise familiale depuis mon arrière-grand-père. Donc, mon arrière-grand-père, mon grand-père, ma grand-mère qui ont travaillé ensemble. D'accord. C'est très, très familial. Ok. Donc là-dessus, c'est une petite note pour les personnes qui regarderont cette vidéo. Il y a quand même un petit terreau entrepreneur. Ça va peut-être expliquer un peu la suite après. Donc, tu continues tes études, donc classique général. Du coup, seconde générale classique, soi-disant j'ai le niveau, je redouble quand même ma seconde. Elle t'a pas dit que tu avais le niveau en un coup. Hein. Voilà, c'est ça. Ouais. T'as le droit de doubler. Hein, ouais. Okay. Donc, je retape ma seconde. Et là, je poursuis quand même difficilement le lycée. Hein. Il faut vraiment que je m'accroche, que je travaille beaucoup, beaucoup, que je révise énormément pour passer en fait les classes supérieures. En terminale, au second semestre, limite, on me donnait pas le bac. Enfin, je bûche comme une dingue. Ouais, je bûche comme une dingue pour vraiment y arriver. Au final, j'ai mon bac. Et là, je décide d'aller à la fac. De ne pas postuler dans des écoles spécifiques, mais vraiment l'université, parce qu'effectivement, les écoles privées, c'est sur dossier, et j'ai pas un super dossier. Est-ce qu'à ce moment-là, tu sais ce que tu vas faire ou pas du tout? Pas du tout. Tu arrives au bac, tu dis, je continue mes études parce que je sais pas quoi faire. Du coup, je vais dans une filière très généraliste, donc AES, Administration économique et sociale, parce que je me dis, comme je sais pas quoi faire, je venais d'une filière économique et sociale, puisque c'était un bac ES à l'époque. Et je me dis, au moins, ça m'ouvre des portes et je reste dans quelque chose d'assez généraliste. Ok. AES, il se passe quoi? Comment ces études-là? C'est des études plutôt classiques, beaucoup de choses à apprendre par cœur, de rédaction. C'est de l'université, hein, pas beaucoup d'heures de cours, donc beaucoup d'heures finalement à sortir et pas beaucoup à bosser, quoi. Et ensuite, en troisième année de licence, là, il faut choisir une option pour s'orienter. Et là, en fait, tu as le choix entre l'administration, donc pour faire une carrière de fonctionnaire, ou les ressources humaines. Je prends cette option assez généraliste ressources humaines en licence. Et le domaine me plaît bien, c'est assez pluridisciplinaire, on voit plein de choses différentes. Du coup, je décide de vraiment me spécialiser là-dedans. Et là, je postule dans une école privée sur concours pour un master RH, donc master ressources humaines, où donc, je suis acceptée. Donc là, quand même, grande victoire pour la petite fille qui ne voulait pas faire de longues études et qui va jusqu'au master et qui réussit un concours d'une école privée qui était quand même assez demandée dans les ressources humaines à Paris. Donc voilà, plutôt contente, plutôt fière de ça. Et là, je fais mes 2 années de master en RH et je poursuis ma route comme ça, quoi. Donc après, tu as ton diplôme. Donc là, tu restes dans les ressources humaines. Bah oui. Tu trouves quoi comme taf? Je suis chargée ressources humaines dans une grosse boîte dans le groupe Bouygues. Ok. Donc, grosse structure, gros avantages, grosse perspective, on va dire, d'évolution et tout ça. Et je continue là-dedans. D'abord, j'ai des CDD, parce que c'est suite à des stages et des alternances que j'ai pu rester là-bas. Et ensuite, je trouve d'autres CDD ailleurs, jusqu'à trouver un CDI finalement dans un gros centre de santé à Paris. Et c'est là que je suis restée à peu près 7 ans chez eux. Et c'est là que la descente aux enfers a commencé. Alors, explique-nous un petit peu plus en détail là-dessus. Tu arrives donc au centre santé. Au début, ça se passe bien ou ça va? Ou c'est déjà le bordel dès le début? Alors, c'est challengeant, puisqu'on nous présente finalement... c'est challengeant, ça veut dire, alors, en gros, c'est le bordel. C'est juste que c'est la façon de dire, non, c'est un gros bordel. On nous présente, on va dire, le poste sur quelque chose où il y a plein de choses à travailler et avec des difficultés. Donc, toi, quand tu es jeune RH, que tu viens d'avoir ton diplôme, tu dis, ouais, c'est chouette, je vais faire plein de choses. Mais en fait, ça devient très pesant et très vite, au final, parce qu'il y avait un climat social avec les représentants du personnel et la direction qui était très, très compliqué. J'ai vécu des scènes assez stratosphériques, on va dire. Donne-nous en 2-3, parce que ça, je pense que
Et ils nous mettront en commentaire, mais je pense qu'ils ont envie de savoir qu'est-ce que tu as eu comme élément vraiment. Le secrétaire du CE qui va se battre avec le dirigeant, quoi. Ah ouais, Ouais. En mode baston, quoi, en Ouais. mode MMA, quoi, C'est UFC. Ça, enfin, ouais, plein d'exemples, des assignations qui n'arrêtent pas contre le dirigeant de la part des représentants du personnel, parce que c'était vraiment la guerre entre eux. Enfin, c'était mais comme ça, mais tous les jours, quoi. Tous les jours. Et ensuite, voilà, des décisions qui n'étaient pas forcément en accord avec moi, mes valeurs. Une ambiance de travail assez particulière, dans des lieux assez particuliers aussi, justement. Voilà, un ras-le-bol qui se fait sentir très très vite. Combien de temps? T'en as ras-le-bol au bout de combien de temps à peu près? Je pense qu'au bout de 2 ans déjà, 2 ça ans. commence à sentir que c'est un peu chaud. Mais voilà, après, tu as aussi les projets de famille qui sont à côté. Acheter une maison, faire un enfant. Donc, tu n'as pas envie aussi de partir parce que tu as un peu la sécurité de ton emploi et tu veux pas partir comme ça non plus. Donc, tu es avec des collègues avec qui tu t'entends bien aussi. Donc, tu te rattrapes pas, ça les collègues, ouais. etc. Ouais. Tu gagnais bien ta vie déjà à ce moment-là? Ouais, je gagnais bien ma vie. Ouais. Donc, c'est encore pire parce que tu as le. C'était à peu près combien? Ici, on n'a pas de ta boost. Tu gagnais combien à peu près en net en brut? Ou en net plutôt? En brut, j'ai gagné 3005. Ok, donc ça fait quoi? 2008 net à peu près? Ouais. 2800 euros net, ce qui est une belle rémunération. Tu as quoi? 30 ans à ce moment-là? 32? Ouais. Donc tu es jeune, 2800, c'est quand même pas mal. Ce qui est la pire chose, hein. Quand tu es dans une situation comme ça où ça te plaît pas, mais que tu gagnes bien ta vie, c'est le pire. Parce que là, tu as la peur de perdre, etc. Et donc, c'est ce qui t'arrive au final. Puis une grosse autonomie dans mon travail aussi. C'est-à-dire que justement, on n'a pas de hiérarchie qui est derrière nous à nous demander de rendre des comptes. Donc très autonome sur le poste. J'ai même moi-même construit mon poste sur certaines choses. Donc une liberté finalement d'action que tu retrouves peut-être pas forcément ailleurs. Donc tu n'as pas trop envie de partir parce que tu veux pas perdre ça non plus. Alors là, ça fait que 2 ans, mais tu es resté 7 ans. Donc qu'est-ce qui se passe après pendant les autres années? Les autres années, on subit. Ouais. On subit, et puis après, bon, j'ai eu la pause de la grossesse qui fait que ça m'a permis de faire une pause. Je m'étais dit, je ne reviendrai pas après ma grossesse, et au final, bon, j'y suis retournée. Et voilà, tu essayes de prendre les choses comme elles viennent et de trouver du positif dans ce que tu as. Et finalement, les années, elles passent vite, les unes après les autres, tu t'en rends pas compte. Et sauf qu'au bout d'un moment, c'est plus gérable, tu as une grosse pression, tu n'as aucune reconnaissance vis-à-vis de ta hiérarchie, tu sais même pas où tu vas, on te donne pas d'objectif, tu es un peu laissé à l'abandon, mais alors complètement. Et puis ouais, tu as des décisions qui sont tellement bizarres que tu comprends même pas. Tu dis mais qu'est-ce que je fous là en fait? Qu'est-ce que je fous là? Et je crois que le dernier truc qui a été vraiment déclencheur, ça a été quand du jour au lendemain, on nous a déménagé de notre bureau qui a terminé en fait dans le couloir, quoi. Là, j'ai fait donc en fait, ils veulent nous mettre dans le hall d'accueil. J'ai fait en fait, on veut nous mettre à la porte. C'est quoi ce truc? On a un service RH, c'est hyper confidentiel. On est là. J'ai trouvé ça tellement hallucinant. Et donc, je pense que ça a été encore voilà la petite pièce de trop qui a fait déborder le vase. Et là, vraiment, je rentrais, je pleurais. C'est ce que j'allais dire. Ça ressemble à quoi vraiment? Une journée type, et comment tu le ressentais vraiment sur les derniers mois? C'était quoi, c'était quoi une journée type et comment tu ressentais ça? Alors, la journée type, d'ailleurs, je me levais à 6h du matin parce que j'avais 1h30 de transport pour aller au travail. Donc, tu commences à quoi? 8h30, 9h? Ouais, 8h30. Donc, il fallait prendre le train à 7h. Donc, il fallait se préparer, tout ça tôt, quoi. Je partais tôt avant que tout le monde soit levé à la maison. J'étais la première. Donc, je voyais ni mon mari ni mon fils le matin. Et j'arrivais à 8h30 et après, classique, hein, les mails, les demandes. Je parle surtout au niveau état d'esprit, pas au niveau taf, mais tu vois, comment tu ressentais ça? T'arrivais déjà, tu prenais le train. J'avais pas envie d'y aller. T'étais déjà blasé dès le départ. Blasé dès le départ. Finalement, la seule chose qui me réconfortait, c'était d'être dans le train et d'être avec ma liseuse et de lire mes romans, en fait, dans le train. Alors là, on a une petite pièce qu'on est en train de mettre une petite graine sur après. Tu étais déjà là-dedans en train de se dire, je lis des romans pour me sortir de mon quotidien. C'est ça. J'attendais que ça finalement le matin et le soir en rentrant, c'était d'être dans le train pour me poser et lire mon roman. Parce que pendant ce temps-là, j'avais la tête qui était vidée, je ne pensais à rien d'autre que mon roman en fait. Donc tu arrivais,
tu coupais ton roman, tu arrivais au taf. Ouais. Donc là, ça, tu rentres un peu dans la misère du taf. taf. Pètes un câble toute la journée. Ouais. Et même des fois, tu te caches dans une pièce pour pleurer, quoi. Sérieux, tu pleurais au taf? Putain, ça m'est arrivé suivant certaines situations, ouais. D'accord. Ça, c'est chaud quand même. Parce que, je sais pas si vous mettrez en commentaire ce que vous en pensez, mais moi, je pense pas que le boulot est là pour te faire chialer. Parce que tu passes quand même une grosse partie de ta vie. Ça. Et donc ça... Et c'est quoi après? Voilà, tu arrives là. Alors, l'état d'esprit de ras-le-bol. J'en venais même à parler à ma responsable, mais vraiment... mais hyper mal, quoi. C'est-à-dire que j'avais un lâcher-prise où je lui disais que j'en avais plus rien à foutre, que je disais que j'allais me casser, et que du jour au lendemain, j'allais me casser, qu'ils n'allaient pas le voir venir, quoi. Ok. Du coup, c'est quoi l'élément qui fait que tu passes de j'en parle, parce qu'il y a beaucoup de gens comme ça qui veulent partir, qui veulent changer de vie, et qui changeront jamais parce qu'ils prennent pas cette décision. Qu'est-ce qui fait que, bam, on arrête? Bah déjà, il y a eu plusieurs étapes, parce que je suis pas passée de salarié à entrepreneur comme ça. La première étape, déjà, c'est que je me suis dit, je vais partir d'ici parce que j'en peux plus, donc je vais chercher un autre travail. J'ai cherché pendant des mois, j'ai eu beaucoup d'entretiens, où je suis restée en fait à chaque fois en shortlist, mais jamais, voilà, ça n'a jamais été jusqu'au bout. Sauf qu'au bout d'un moment, mon mari, il a vu que j'étais en train de dépérir et il m'a dit, maintenant c'est terminé. Il m'a dit, je te donne jusqu'au 31 décembre. C'est de quelle année ça du coup? Je crois que c'était 31 décembre 2018, si je ne me trompe pas. Il m'a dit au 31 décembre 2018, si jamais tu n'as pas trouvé un autre taf, il m'a dit tu démissionnes quoi qu'il arrive, tu te barres et tu viens travailler avec moi. Et il fait quoi dans la vie ce gars? C'est un entrepreneur, figure-toi. Ah oui, il fait un entrepreneur, ouais. Je sais pas. Il travaille dans la formation en ligne. Formation en ligne. Il est expert Amazon, figure-toi. Ah bah merde. Ah merde. C'est quoi son prénom? Olivier Alain. Ah putain, merde, je savais pas. Ah ouais, mais j'avais pas capté en fait. Avec les vidéos, j'avais pas vu que c'était toi. Oui, effectivement. Donc effectivement, bon là, j'aurais du coup les deux avis parce que moi, je vais vous dire un petit peu aussi mon ressenti pour le coup. Donc effectivement, je t'ai dit ça. Ouais, je t'ai dit ça. Et qu'est-ce qui s'est passé? Bah, en fait, je t'ai dit ça, mais on va aller même plus en détail. Je t'ai dit ça parce que moi, personnellement, je venais de commencer la partie formation depuis 5-6 mois, juillet 2018. Et je disais en vidéo la même chose que je dis de toujours, hein, c'est-à-dire que si ton boulot ne te plaît pas, tu changes. Et moi, je ne pouvais pas le dire en vidéo et que tu reviennes à la maison et que tu chiales parce que ton boulot ne te plaît pas. C'était pas possible, il n'y a pas de dissonance. Tu peux confirmer par rapport à ceux qui vont regarder, je suis le même dans la vraie vie qu'en vidéo, c'est pareil. Ouais, si je dis un truc, c'est pareil. Donc je dis, bah, dans ces cas-là, si tu n'es pas fait pour être entrepreneur, ok, mais trouve un autre boulot. Parce que là, je vais te laisser dire les deux trucs que tu m'as dit qui n'arriveraient jamais. Je ne serai jamais mon propre patron et je ne travaillerai jamais avec toi. Rappelez-vous bien de ça, hein, parce qu'on va aller voir un petit peu ce qui s'est passé après. Donc ok, donc effectivement, je t'ai dit, il faut que tu trouves un autre taf. Qu'est-ce qui se passe? Le 31 décembre. Le 31 décembre, j'ai un entretien d'embauche avec une association de gérants de magasins. De franchisés, voilà. Et ça se passe très bien. Et le 31 décembre au soir, ils m'appellent pour dire qu'ils me prennent. Dingue, parce que moi, j'avais déjà fait mes plans. Je dis 31 décembre, elle a un entretien. Je dis, le truc, c'est réglé. 31 décembre, 23h59, minuit, c'est terminé, tu viendras bosser avec moi. 16h, je m'en rappelle, 16h. Coup de téléphone, ouais, c'est bon, on vous prend. Je fais, putain, mais qui le 31 décembre à 16h embauche des gens, quoi? Et j'étais dégoûté. Et j'ai fait, bon, c'est le destin. Moi, je crois beaucoup à ça. J'ai dit, bon, bah, c'est le destin, fais ton truc. Mais qu'est-ce que je t'ai dit direct? Quand j'ai senti l'histoire, j'ai dit, c'est 4 franchisés. Donc, en fait, les franchisés, c'est des gens qui ont des franchises. Donc, c'est des entrepreneurs indépendants. Et en fait, toi, tu mutualisais les ressources humaines pour les 4. Et tout de suite, dès le début, je t'ai dit, ça va pas le faire parce qu'ils vont se tirer la couverture. Et donc, il se passe quoi? Il se passe quoi? C'est que je commence le poste en janvier, après les vacances de Noël. D'ailleurs, j'arrive à mon ancien boulot, j'arrive le lundi, je leur dis je démissionne, mais je fais pas mon préavis, je pars vendredi. Donc déjà, ça a bien mis le cadre. Et je commence tout de suite après l'autre mission. Et tout se passe bien au départ, voilà, tout le monde est gentil, mais... Attends, juste avant de parler de ça, le vendredi quand tu pars, parce que ça c'est important, tu vois, on essaye vraiment de rentrer dans l'état d'esprit. Le vendredi, tu quittes ton boulot que tu fais depuis 7 ans. Ouais. Qu'est-ce qui se passe le vendredi? Alors, j'ai aucun remords de quitter cet emploi parce que je m'étais déjà conditionnée à le quitter. J'avais déjà tout bien rangé. Dans ma tête, en fait, j'étais déjà partie.
comme je savais que j'avais eu ces entretiens avant les vacances et tout ça, j'étais prête à partir, comme si je laissais mon poste à quelqu'un qui allait me remplacer, en fait. J'avais déjà tout bien ficelé. Et d'ailleurs, on avait recruté une personne pour travailler avec moi juste avant. Et je me rappelle, j'avais dit à ma responsable, je lui avais dit, écoutez, choisissez qui vous voulez, parce que de toute façon, je ne travaillerai pas longtemps avec. Ouais, t'étais déjà partie. J'étais déjà partie, de toute façon. Donc le vendredi, tu pars. Le vendredi, je pars, avec une pointe au cœur pour mes collègues, quand même. Ça a été, je l'avoue, j'ai pleuré quand même, parce que mais voilà, mes collègues, c'était vraiment mon environnement, c'était ce qui me faisait tenir au quotidien, là-bas, sur place. Et du coup, voilà, on construit quand même quelque chose, on partageait beaucoup de choses, et ça a été dur de les quitter. Ok. Voilà. Bon, au final, tu renchaînes direct. Je renchaîne direct sur un truc qui, justement, sur papier, hyper challengeant, encore. Et là, je me dis, ça va être trop bien, je vais avoir toute la latitude, je suis la seule RH, il y a tout à construire, tout à faire, ça va être génial. Et au final, comme tu m'as dit, qu'est-ce qui se passe? C'est que chacun tire sa couverture de son côté parce que les recrutements-ci, les machins-là. Et en fait, moi, je suis complètement sous l'eau parce qu'on m'appelle toute la journée, même le week-end. Parce qu'il faut savoir que j'avais ce poste où je travaillais presque à temps plein à la maison. Donc, c'était un gros avantage et qui m'avait décidé au départ. Et en fait, les gens, il n'y avait plus aucune retenue. On m'appelait tout le temps, tout le temps, tout le temps. Même le week-end. Même le week-end. Sur mon téléphone privé, parce que je n'avais pas de téléphone professionnel. Et donc là, je recommence à sentir cette angoisse qui remonte, à me sentir très mal et à me dire, à chaque matin, au moment d'aller sur mon poste de travail à la maison, avoir la boule au ventre. Alors que tu es chez toi. Alors que je suis chez moi. Et après, donc, ce qui m'a décidé vraiment, ça a été le fait d'en parler beaucoup à ta première soirée que tu avais fait sur la péniche au mois de mars. Je ne sais pas si tu te rappelles, voilà, avec plein de personnes qui avaient cet état d'esprit finalement d'entreprendre. Et je parlais beaucoup avec certaines personnes. Et en fait, à la fin de cette soirée, j'ai fait « Ok, demain, je mets fin à ma période d'essai ». Avec cet objectif finalement de travailler sur ma propre activité dans les ressources humaines au départ. J'avais oublié ce petit passage-là. Effectivement, on s'était dit, comme tu es dans les ressources humaines, on va faire une activité dans les ressources humaines. Donc, on a lancé une chaîne YouTube qui est toujours là d'ailleurs. Tu sais que la chaîne YouTube est toujours là. Qui a fait, non mais écoutez bien, parce que ça c'est quand même important de le dire, on fait ça donc à la maison, c'est-à-dire qu'on n'a pas le matos de maintenant, etc. On fait des vidéos, très bon contenu, mais la forme et le fond dégueulasse. Enfin, le fond très bon, mais la forme dégueulasse. Les 5 vidéos tournent toujours, hein, et tu sais que tu as plus de 3 millions de vues depuis 2019, 3 millions de vues, 30-40 000 abonnés, et limite, je pense qu'elle va finir à 100 000 avant moi à ce rythme-là. et ça tourne encore, des milliers de commentaires, etc. Donc nous, on se dit quoi? On se dit, il y a un business à faire. On commence à lancer un accompagnement dans les ressources humaines pour aider les personnes qui n'arrivent pas à trouver un emploi, pour les aider à se préparer aux entretiens d'embauche. Donc l'aide de motivation, et c'est un échec total. Parce que à l'époque, je ne me rends pas compte d'un truc, parce que c'est moi qui manage un peu ce projet, et j'oublie un élément fondamental dans le business. Tu vends des produits à des gens qui ont de l'argent. Et là, en fait, la cible, c'est des gens qui n'ont pas de mal. C'est des gens qui sont au chômage, et surtout, et là je vais être un peu péjoratif, mais j'en ai un à carrer, c'est des gens qui sont un peu dans l'assistanat. C'est-à-dire qu'en gros, ils sont là, Pôle emploi, aide, tout est gratuit, etc. Donc quand on leur disait, non mais on va vous aider, mais à faire des lettres de motivation et des CV, mais c'est payant, limite on se faisait insulter en disant, mais non, c'est pas payant, il faut le faire gratuitement, etc. Donc on a fait ça pendant quoi, 2-3 mois? Ouais, 2-3 mois, ouais, c'est ça. Rapidement, on se rend compte que c'est une idée de merde, mais on laisse les vidéos, on dit, bon, on laisse tourner comme ça. Et là, qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Là, tu me proposes, comme tu as beaucoup de travail, à venir t'assister sur différents projets dans tes business. D'où surtout la partie rédaction. Voilà. Parce que c'est vrai que c'est une partie qu'on fait dans l'affiliation, par exemple. On rédige des articles, etc. Et je ne sais pas pourquoi, mais je te sens bien là-dedans. Et donc, je te dis, on y va. Ouais, c'est ça. C'est-à-dire que tu m'as montré un petit peu comment il fallait faire sur la rédaction d'articles optimisés. Et en fait, très vite, je prends le pli. Et du coup, on monte très rapidement le site Mon médicament générique. Et en fait, on continue comme ça. Donc, ça a commencé par la rédaction d'articles. Ensuite, ça a été plus sur l'assistanat administratif formation, puisque j'ai quand même une formation RH de base. Donc, tu utilises mes compétences pour justement cette partie-là. Et ensuite, tu écris ton livre. Ouais. Et c'est un peu le déclenchement. Ah bon? Moi, je ne savais pas ça.
t'écris ton livre, donc vocal, hein, tu fais dictée vocale, je passe derrière pour faire les premières corrections, rajouter quelques petites touches et tout ça. Et en fait, je me rends compte que j'aime bien écrire, que ça me plaît. Et au final, tu sors ton livre et tout, et puis un jour, comme ça, je lis toujours beaucoup de romances, même si je prends plus les transports en commun. Un jour, je me dis, tu sais, pourquoi t'écrirais pas une romance, quoi? Vas-y, lance-toi ce challenge, quoi. Sauf que je le fais toute seule dans mon coin. Et là, attention, un petit spoiler, il y a eu une embrouille dans cette histoire. Il y a eu une embrouille qui t'est arrivée, il n'y a pas... Donc du coup, effectivement, t'écris dans ton coin. Et là, je vais raconter, moi, ce que j'ai vécu. Donc il faut imaginer que, rappelez-vous, il y a 10 minutes, elle nous a dit, il y a 2 trucs qui n'arriveront jamais, je ne serai jamais entrepreneur et je ne travaillerai jamais avec toi. On se retrouve à bosser ensemble dans une pièce qui n'est pas plus grande que ça. Ouais, 10 mètres carrés. 10 mètres carrés, elle a son bureau d'un côté et moi j'ai mon bureau de l'autre. Et si tu regardes d'ailleurs, si tu es dans les formations depuis 2018-2019 ou tu regardes la chaîne YouTube au début, tu verras que je tournais dans cette pièce-là. Et des fois, dans certaines vidéos de formation, alors maintenant avec les mises à jour, on n'a plus, mais des premières formations, on entendait clac, 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 clac derrière. Parce qu'en fait, c'était la rédaction d'articles. Elle faisait la rédaction d'articles, etc. Et en fait, un jour, donc là, c'est moi qui vais raconter l'histoire parce que c'est là où je me suis vraiment énervé. Mais en fait, je ne me suis pas énervé parce qu'elle l'a fait. Mais je passe comme ça derrière. Et là, je vois que sur son écran, qu'elle est en train de rédiger un truc. Et je dis, tu fais quoi et tout? Elle me fait, je suis en train d'écrire un roman. Et là, elle me dit, ouais, mais j'écris un roman, mais je ne le sortirai pas parce que, en gros, moi, j'entends, c'est peut-être pas tout à fait ce qu'elle m'a dit, mais moi, j'entends le conscient et l'inconscient me dire, je ne le sortirai pas parce que c'est de la merde ou en tout cas, je ne suis pas capable de. Elle n'est pas tombée dans la meilleure famille à me dire ça. Hein. J'ai dit, non, mais il n'y a pas moyen, tu ne m'écris pas un roman comme ça. Je fais, si tu écris un roman, déjà, moi, je suis énervé qu'elle ne m'ait pas dit, mais en plus, non seulement que tu le fasses et que derrière, tu ne le publies pas. Et je dis, moi, si tu le fais, tu le publies. J'en ai rien à carrer, tu le publies. Et c'est ce que tu as fait, au final, tu as continué. Je te laisse continuer, mais c'était important de préciser que le fait de ne pas le dire, moi, ça m'a vraiment énervé. J'étais vraiment vexé. Ouais, c'est surtout par rapport à l'état d'esprit, c'est un manque de confiance. C'est un manque de confiance parce que déjà, je ne sais pas si je vais aller jusqu'au bout. Est-ce que je vais aller jusqu'au bout de cette histoire? Est-ce que je vais écrire la fin de cette histoire? Ce que j'ai commencé, mais est-ce que finalement, ce que j'écris, ça vaut quelque chose par rapport à ce qu'on va trouver sur le marché de la romance? C'est-à-dire, est-ce que ça va plaire? Il y a toujours le jugement de ton travail. Quand quelqu'un lit ce que tu écris, tu te dévoiles un peu quand même. Et donc, pour moi, je n'étais pas du tout partie dans le but de le publier, quoi. Mais au final, j'ai eu un accompagnement pour me professionnaliser dans l'écriture de romans. Donc, il a fallu quand même que je travaille mon identité d'auteur parce que c'est 2 personnes différentes quand même. Il y a une visibilité publique sur les réseaux sociaux, il y a tout ça derrière. Et puis, il y a tout un marketing autour du livre. C'est pas quelque chose qu'on invente comme ça. Moi, j'y connaissais rien. En plus, j'ai écrit mon truc dans mon coin, mais sans me former avant. Donc, ça se trouve, je sais même pas si ce que j'ai écrit, ça vaut quelque chose et si ça correspond au code, finalement, de l'écriture. Et il s'avère que je dois avoir quelque chose plutôt inné, puisque dans le test que j'avais, le manuscrit, la V1 que j'avais faite, il y avait déjà un très, très gros potentiel. Et dès lors où j'ai été rassurée par rapport à ça, il y a eu un peu un déclic qui s'est fait et j'ai réussi du coup à me dire « Allez, c'est bon, tu es capable de le faire ». Et quand le premier tome de ma première série est sorti et que j'ai eu les premières ventes avec les premiers retours… T'as ressenti quoi à ce moment-là? Là, je me suis dit « Ok, c'est bon, j'ai pas fait de la merde ». Parce que c'est ça, en fait, que tu as peur de te dire « En fait, ça plaît pas ». Tu avais surtout peur de l'échec au final. Ouais, c'est ça. Ah oui, c'est ça qui m'a bloquée. Et ça t'aurait fait quoi si jamais ça n'aurait pas marché? Ça faisait beaucoup d'échecs quand même. Parce que j'avais le fait que j'ai quitté mon emploi comme ça, au bout de tant d'années, tu te dis… Tu comptes ça comme un échec? Ouais, je considère ça un peu comme un échec parce que j'ai l'impression que ça m'a complètement cassée dans ma carrière en fait, de ressources humaines. Ensuite, il y a eu ce poste où je suis restée 2 mois qui m'a encore plus dégoûtée finalement et j'avais l'impression que je remettais vachement en cause mes compétences en termes de RH, tu vois, mais en fait, c'était la structure qui fait que c'était pas adapté à ce que moi je voulais. Et là, si je me lance dans un projet vraiment tout nouveau, il y avait la chaîne YouTube
voilà, qui marche pas. Et là, je me dis, s'il y a ça qui marche pas en plus, ça fait beaucoup, quoi. Mais tu as oublié un élément très important. Quand tu t'es lancé en tant qu'entrepreneur, avant de lancer, je t'ai fait faire quoi? Ah ouais, j'ai lu beaucoup de livres. Ça, c'est important. Quand elle a décidé de se lancer, elle était dans le mindset salarié, dans l'état d'esprit d'un salarié. Et je savais, parce que l'expérience, je le sais depuis pas mal d'années, salarié et entrepreneur, c'est deux choses différentes. Et toi, alors là, moi, je connais forcément un peu l'histoire, mais tu viens d'une famille où c'est quand même très orienté salarié, comme la plupart d'entre vous, vous me le mettrez en commentaire, mais comme la plupart d'entre nous, j'étais pareil, etc. Donc, tu étais formaté salarié. Et d'où le côté, je ne serai jamais entrepreneur et je ne travaillerai jamais avec toi. Première chose, je lui dis non, mais on lance rien. Et même avant d'ailleurs les ressources humaines, avant la vie de la chaîne sur les ressources humaines, je lui donne 8 ou 10 livres. Et je lui dis, tu vas me lire ces 10 livres-là, qui sont des trucs sur le business, dev perso, etc. Tant que tu n'as pas lu, donc évidemment, il y a l'autoroute du millionnaire, il y a des riches par pauvres, on a quelques trucs, je ne sais même plus ce que je t'ai donné, mais l'esprit millionnaire, il y a eu pas mal de choses. Il y a du Tony Robbins, voilà, on va dire les livres qu'il faut lire dans tous les cas. Tu lis ça. C'est ce qui permet aussi de changer un peu l'état d'esprit. Parce que sans ça, tu pars droit dans le mur. C'est-à-dire que premier échec, tu vois, là, il y a un échec, 2 échecs, 3 échecs, 4 échecs. Quand tu es un salarié, l'échec, c'est négatif. Quand tu es entrepreneur, l'échec, c'est un lundi matin. C'est une journée normale. C'est juste, c'est comme ça. Donc, on va remodeler. Mais ça, c'est une très grosse différence entre le salariat et l'entrepreneur. Moi, je vois pas ça comme un échec. Tu vois, pour moi, ce qui t'est arrivé sur la carrière ou même la chaîne, c'est juste le fait de se dire, bon, ça marche pas, mais on va faire autre chose, on va adapter. C'est vraiment différent. Donc, c'est pour ça que lire les livres, c'était important. Exactement. Ça m'a aidé quand même à travailler mon mindset et à avoir une plus grande ouverture d'esprit sur le business, quoi. Ok. Le premier livre, il sort, numéro 1 des ventes. Donc là, quand même un truc de fou, dans ces catégories, numéro 1 des ventes sur son premier livre. Qu'est-ce que tu ressens à ce moment-là? Je suis quand même vachement fière, quoi. Je suis fière et en même temps, je suis quand même assez humble. Des fois, je me dis, c'est quand même à la portée de tout le monde. En fait, j'arrive pas. Ah, c'est dingue. Non, mais... mais des claques, déjà, ça me rend fou. J'avais lui mettre des baffes. Des fois, je me dis, ce que tu fais, c'est pas foufou non plus, quoi. Quand même, vous mettrez en commentaire, mais moi, je trouve ça quand même dingue. T'es pas dans les... T'as jamais écrit. T'écris en plus en mode autodidacte, c'est-à-dire que tu t'es même pas formé. Après, tu t'es formé, etc. Mais tu lances un premier truc dans un domaine que tu connais pas, tu sors numéro 1 des ventes sur le premier livre. Moi, j'étais sur le cul, mais je pense sincèrement, et même encore à l'heure actuelle, je pense que c'est moi qui suis plus fier ou plus étonné, enfin pas plus étonné, mais plus fier que toi. Parce que à chaque fois qu'on a des potes, etc., c'est moi qui dis putain, elle a été numéro 1 des ventes parce que c'est pas fini. Et c'est moi qui le dis, c'est pas elle. C'est moi qui dis ça. Parce que j'aime pas me mettre en avant, c'est pour ça. Ouais, mais c'est fou ça. C'est vraiment fou. Le premier il sort, et qu'est-ce qui se passe après? Je continue. Tu continues. Déjà, quand je vois que le premier, il y a du potentiel, quand ma coach, elle m'a suivi et qu'elle m'a aidé à remodeler un peu le manuscrit du tome 1 pour que, voilà, il manquait quelque chose. Elle m'a dit, il y a un potentiel. J'avais déjà dans tête le tome 2. Et le tome 3, ça y est, j'étais partie, en fait, c'était lancé. Et après, ça s'arrête jamais. Et donc là, au final, ça fait combien de temps là? Ça va faire 4-5 ans, 4 ans. Ça commence en 2019. Mais le premier est sorti en 2020. Donc ça fait 4 ans, là, au moment où on tourne cette vidéo. Tu en es à combien, là, au bout de 4 ans? 10, 11. 11 livres. Avec les petits, avec les petits. Alors, si on compte pas les petits, ça fait 9. 9 gros. C'est ça. Là, les 2 derniers, est-ce que tu peux nous les présenter? Là, les 2 derniers, ils sont ici. Je connais mieux que toi. Ils sont là. Donc là, c'est les 2 derniers. Yes. Donc, juste pour faire un topo, tu en fais 7. Alors ça, c'est moi qui vais le dire parce qu'elle ne va pas oser. 7 numéros 1 des ventes. Tous numéros 1 des ventes sur ça. Et donc, là, c'est important. Tu es dans ta zone de génie parce que franchement, tu en sors 7, tous numéros 1 des ventes. Donc, c'est comment tu décris un peu le type de livre que c'est? C'est de la romance à suspense avec des scènes érotiques explicites. C'est de la romance contemporaine, la new romance, on appelle ça aujourd'hui. Ok. Voilà. Et là, au bout de 7, tu décides de changer de style. Qu'est-ce qui se passe dans ta tête à ce moment-là? Le challenge. Donc là, tu pars sur un challenge et tu pars dans un autre style. Ouais. C'est quoi ce style? C'est toujours de la romance contemporaine, mais plus sombre. Plus sombre. Ouais. Okay. Qui est en dehors du coup des codes. Le héros, c'est un méchant. Alors, ce qui est marrant, c'est que 5 ans avant,
tu as peur du changement, etc. Tu as peur de devenir entrepreneur, tu as peur de te lancer. Là, au moment où tu as un certain succès dans ton domaine, parce que 7 livres numéro 1 des ventes, c'est pas à portée de toutes les mains, ou de tous les doigts, ou de tout ce qui se passe, c'est comme de tous les claviers. Au moment où tu pourrais rester dans ta zone de confort, pour le coup, tu décides de changer de style et d'aller dans un style où tu prends des risques. C'est quoi vraiment la décision? Tu dis c'est le challenge, mais c'est vraiment que le challenge? Non, c'est stratégique aussi. Parce qu'aujourd'hui, je suis romancière, mais je suis une entrepreneur. C'est-à-dire que je gère ma propre maison d'édition au final. J'ai ma structure et qu'il faut gagner du lectorat. Donc, j'essaye en fait d'aller sur plusieurs terrains pour essayer de me ramener des lectrices en passant par d'autres portes. C'est-à-dire que là, il va y avoir la porte de la new romance plus classique. Là, tu vas avoir la porte de la romance à suspense sur celle qui adore les uniformes, les unités d'élite. Et là, on va rentrer sur quelque chose de plus sombre dans la mafia. Donc voilà, j'essaye de semer un petit peu partout. Alors effectivement, toutes mes lectrices ne suivent pas parce qu'elles n'ont pas toutes le même degré de sensibilité. Mais voilà, on sème un petit peu des petits pions à droite, à gauche. Et puis je me dis, tant pis en fait, si ça n'a pas marché autant, ou si ça ne marche pas autant, on ne sait pas, on va voir. Là, ils sont sortis il n'y a pas très longtemps, donc pour l'instant, je n'ai pas beaucoup de recul. Et celui-là, il sort la semaine prochaine, donc le tome 2. Donc on verra. Mais je me dis, je vais continuer d'écrire, donc mes lectrices, elles vont me retrouver dans ce qu'elles aiment aussi. Et puis en fait, se faire un peu kiffer au boulot aussi, quoi. J'avais envie de le faire, donc je l'ai fait. Et j'ai pris ce risque de le faire. Parce que là, au final, on est à 9 livres en 4 ans, ce qui est complètement dingue dans le domaine de l'édition. J'écris vite, ouais. C'est quoi? C'est un par an quand t'es bien, déjà? Ouais, un par an, déjà, c'est bien. Donc toi, t'es à 2 par an de moyenne, donc c'est chaud. Cette sortie-là, j'ai sorti les 4 tomes en un an, donc c'est fou. Par contre, qu'est-ce qui a changé en termes d'organisation par rapport quand tu étais salarié? Au niveau de ton mindset, de ton état d'esprit, mais aussi dans l'action par rapport au niveau du taf? Bah, j'ose plus. Je me freine moins, quoi. Si j'ai envie de le faire, je teste, quoi. Je teste, tant pis, si jamais il y a toujours l'appréhension quand tu as un tome qui sort de te dire, ça se trouve, ça va pas marcher, ça va pas plaire. Mais en fait, il faut le sortir pour le savoir, sinon tu peux pas savoir. Ce qui est fou, là, je fais une petite pause là-dessus. Alors forcément, moi, je suis un peu je connais bien l'histoire aussi. Ouais. Moi, je vois la différence notable, c'est que quand tu étais salarié, tu étais pressé de partir. C'est-à-dire à 17h ou 18h, je sais pas à quelle heure tu repartais du taf, 17h30, 18h? Ouais, plutôt 18h, ouais. 18h. Donc à l'arrivée, elle était 19h30, facile. Tu étais pressé de partir. Là, maintenant, moi, je vois la différence, c'est que c'est moi qui dois la freiner. Mais c'est moi qui dois la freiner parce qu'elle bosse tout le temps. Sinon, c'est-à-dire qu'elle est passionnée par ce qu'elle fait, donc c'est génial. Mais il faut trouver aussi l'équilibre par rapport aux autres piliers. Donc, je vous rappelle, il y a le côté professionnel, mais il y a le côté famille, le côté santé, spiritualité. Et c'est important d'avoir un équilibre parce que c'est vrai que toi, tu es parti trop dans le truc. Trop, toi, des fois. Et je me rappelle une petite anecdote, mais c'est assez drôle. Elle me fait vers 22h, elle me fait, je vais dans mon bureau, je vais faire peut-être 21h. Non, 21h. Elle me dit, je vais faire un truc 2 secondes dans le bureau. Donc, on était en train de mater un film. 23h, 23h30, minuit. Donc, moi, à 23h30, je commence à y aller. Elle était en train d'écrire. Elle était partie dans son truc. Elle m'avait zappé complet. Ouais. Et là, j'ai fait, c'est chaud. Donc, il y a une certaine limite à avoir de pas forcément être trop à fond. J'ai pris du recul, là, quand même. Là, maintenant, on a pris du recul, mais parce que, on s'est autogéré. Moi aussi, j'ai eu des époques. L'époque quand je me suis lancé, c'était aussi un peu pareil. J'étais à fond dedans. Même quand j'ai débuté la formation, je bossais comme un malade. Maintenant, c'est vrai qu'on essaie d'avoir un équilibre là-dessus. Et ça, c'est un autre sujet qui serait super intéressant. D'ailleurs, vous mettrez en commentaire si vous voulez qu'on refasse un podcast avec Clara. Donc, du coup, Caroline, son nom hors plume. Mais ça peut être intéressant de rediscuter ça, de la vie de famille entre entrepreneurs. Parce que ça, je pense que ça peut être un sujet qui peut être intéressant aussi. Mais vous mettrez en commentaire si ça vous botte ou pas. Donc là, maintenant, c'est quoi un petit peu, là, pour finir cette vidéo, c'est quoi un peu les nouveaux projets? Qu'est-ce que tu as envie de faire? Et après, tu finiras sur 2-3 conseils pour les personnes qui regardent ce podcast. Le projet, il y en a toujours, parce que quand on écrit, finalement, on a cette imagination constante qui ne s'arrête jamais. Il y a toujours des choses à exploiter, des personnages à exploiter, donc j'arrête pas d'écrire. J'ai encore un roman en cours que j'ai commencé à écrire. Mais celui-là, je le prends avec plus de
de distance, j'écris à un autre rythme. Je ne suis pas en mode acharné, quoi. Donc ça, je continue là-dessus. Et puis, sur l'écriture pure des livres, voilà. Sinon, il y a toujours cette activité que je peux avoir avec toi à côté sur l'aide rédactionnelle, correction, tout ça. On continue. Et puis, voilà, c'est les projets. Je ne compte pas m'arrêter tout de suite d'écrire. Enfin, je ne me vois pas arrêter, en fait. C'est comme si, en écrivant, je dis toujours à mes lectrices, quand j'ai commencé à écrire, en fait, c'est la Clara 2.0 qui est née. C'est-à-dire que je me suis retrouvée là-dedans et ça fait partie de moi. Je peux pas ne pas écrire, en fait. C'est pas possible. Donc, de toute façon, tant que mes lectrices, elles seront satisfaites, je continuerai à écrire. Cool. Et donc, est-ce que tu as des conseils pour les personnes qui, alors pour le coup, qui sont bloquées un peu dans le salariat? Parce que toi, c'était ton cas, dans un âge qui n'est pas facile, 34, 35 ans, tu avais déjà un bon salaire. Des conseils pour voilà, se sortir de là, pour ceux qui, évidemment, veulent sortir du salariat? Je suis consciente qu'on arrive à certains stades, des fois, de la vie où c'est compliqué de changer parce qu'il y a des enjeux qui sont importants, la famille, les enfants, tout ça. Mais je pense que si on trouve les bonnes personnes pour se faire accompagner, moi, c'est sûr que si toi, tu n'avais pas été là pour m'accompagner, je ne l'aurais pas fait. Donc, je pense que quand on trouve les bonnes personnes, il faut vraiment se mettre un coup de pied aux fesses et tenter les choses parce que, comme tu dis, voilà, si tu ne fais rien, il ne se passera rien. On ne sait pas ce qui va se passer, quoi. Comme moi, mon livre, je ne savais pas ce qui allait se passer, donc il fallait le sortir pour savoir ce qui allait se passer, quoi. Donc, j'encourage les personnes à vraiment aller de l'avant et à sauter le pas. Et ne jamais dire jamais. Et ne jamais dire jamais, exactement. Et moi, je vois, pour finir, parce que c'est important, un peu tout ça. Moi, je suis tellement fier. Je pense que je suis plus fier que toi de tout ce que tu as fait. Mais en dehors de ça, c'est l'évolution qu'elle a pu avoir sur ces 5-6 dernières années et qu'on a aussi dans la vie perso, beaucoup plus solide au niveau mental, etc. Mais tout le parcours qu'elle a pu avoir, c'est vrai que c'est quand même assez incroyable. Et ce qui est fou, c'est que moi, je t'ai aiguillé, mais j'y suis pour rien. C'est-à-dire que vraiment, j'ai pas... Parce que peut-être qu'il y en a qui vont se dire « Ouais, mais c'est facile parce que tu es avec elle. » Mais moi, j'ai pas du tout aidé ça. Je n'ai pas du tout aidé. Et c'est toi qui t'es vraiment débrouillé toute seule. C'est-à-dire que je n'ai absolument aucun mérite dans le travail des livres. Vraiment aucun. C'est toi qui as suggéré. Moi, j'ai juste mis en me disant « Ça te plaît pas, faut que voilà, tu peux faire ça. Je t'accompagne sur le changement. » Mais après, tu as géré tout toute seule. Donc ça, c'est important aussi de le dire, c'est que moi, j'y suis vraiment pour rien, quoi. Je pense que si on est bien accompagné sur le changement, ça fait toute la différence. Bon, en tout cas, c'est top. Voilà. On va finir. Alors, c'est un nouveau truc. Regarde, il y a un petit globe. Alors, les livres, évidemment, les liens sont directement sous la vidéo, les liens cliquables pour retrouver les livres de Clara. Regarde, tu vas tourner, je vais te dire stop et on va voir une petite destination. Ça n'a absolument aucun intérêt, mais c'est juste que ça me fait marrer. Pour savoir où on part en vacances. Voilà, on fait comme le truc du loto. Stop. Où ça? Oh putain, ça sent le pinard. Ouh là là. L'Irak. L'Irak, bon, écoutez, c'était pas forcément le meilleur tirage. On a eu des meilleurs tirages que ça. En tout cas, c'était vraiment top. Comme je vous ai dit, les liens sont directement sous la vidéo. En tout cas, moi, je suis vraiment fier de tout ce que tu as déjà pu faire et je suis sûr que tu vas encore faire de grandes choses. Donc, n'hésitez pas à mettre en commentaire si vous avez des questions pour Clara. En tout cas, c'était un plaisir. On se retrouvera peut-être sur un nouvel épisode si jamais les membres veulent qu'on parle d'un sujet. Alors, on verra, ça pourrait être intéressant. Vous me le mettez en commentaire. Et en tout cas, bonne continuation et à bientôt. À bientôt. Ciao.